Chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour. Bienvenue à notre émission dominicale, le jour du Seigneur. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Aujourd'hui, nous célébrons le 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. L'Évangile rapporte comment Jésus a nourri un très grand nombre de gens avec très peu d'aliments. 5 pains et 2 poissons pour 500 000 personnes. Ce miracle est le 4e que rapporte Jean. Il est semblable au miracle réalisé par le prophète Élisée dans la première lecture. Il s'est produit à Bethsaïde, en Galilée. Une foule suivait Jésus car il voyait les prodiges qu'il accomplissait. Elle s'intéressait davantage à son mystère physique qu'aux vérités spirituelles qu'il enseignait. Néanmoins, en répondant à leurs besoins physiques, Jésus saisit l'occasion de leur montrer qui il était, le Fils de Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, de qui nous vient toute grâce et tout bien. Le signe des pains multipliés tourne nos regards vers Dieu, Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Ce Dieu mérite d'être loué pour toujours. Sa grandeur est insondable. Et comme il n'existe pas de limite à sa grandeur, il n'existe pas non plus de fin à sa louange. C'est la bonne nouvelle que nous devons transmettre de génération à génération. Nous devons nous plaire à reconnaître que tous les biens nous viennent de la générosité de Dieu. Nous, baptisés dans la même foi, c'est en Jésus-Christ que se trouve notre espérance. Il est pour nous la source intarissable de biens. À l'apôtre Paul de nous dire dans la deuxième lecture, comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Puisse le Seigneur continuer d'ouvrir nos yeux aux merveilles de son amour. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Votre vue d'actualité au seuil de cette émission du 17e dimanche du temps ordinaire. La province ecclésiastique de Dakar a produit un 12e communiqué, publié le mardi dernier, 20 juillet. Dans ce document, les évêques du Sénégal souhaitent une bonne fête de Tabaski à la communauté musulmane. Dans un contexte de 3e vague de la pandémie connue et répandue, les évêques recommandent à tous d'éviter au maximum les comportements à risque en redoublant de vigilance et de prudence. Les évêques nous assurent de leur affection et nous confient tous, par l'intercession de la Vierge Marie, à la protection de Dieu. Première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, ce dimanche 25 juillet dans toute l'Église universelle. Au terme de l'Angélus du 17 janvier dernier, le pape François a institué cette journée. Chaque année, elle sera célébrée au 4e dimanche de juillet, aux alentours de la mémoire liturgique des saints Anne et Joachim, les grands-parents de Jésus. À l'occasion, Olivier Faye a accueilli dans nos locaux Prosper Diatta, coordinateur national de la vie montante du Sénégal et coordinateur diocésain du même mouvement. Nous recevons aujourd'hui M. Prosper Diatta. Je rappelle que M. Prosper Diatta est le coordinateur national de la vie montante au Sénégal. Il est aussi le coordinateur de cette vie montante à Dakar. Aujourd'hui, il vient nous entretenir par rapport à cette vie montante et à une journée qui est une toute première célébrée au niveau mondial. L'initiative est venue du pape François, qui lui-même est une personne âgée. Et donc, M. Prosper, je vous donne la parole pour que vous puissiez nous expliciter en quoi consiste cette journée et quelle est l'opportunité de cette journée pour l'Église diocésaine et l'Église nationale. Cette journée mondiale, j'allais dire même internationale des grands-parents et des personnes âgées, le pape pour la première fois a eu à se poser la question de savoir pourquoi les grands-parents n'ont pas été à l'ordre d'un jour ou à l'ordre de toute efficacité.
On a eu à célébrer la journée des enfants, des femmes, la journée des jeunes, mais toutes les journées ont été célébrées. Mais jamais on a entendu parler de la journée des grands-parents. Il s'est dit, mais non, cette année, il faut qu'il y ait une journée qui s'intitule au moins journée des grands-parents. À l'image qui soit dédiée aux grands-parents. Dédiée, merci, aux grands-parents, à l'image de deux personnalités très nobles et sages, Joachim et Anne. Aujourd'hui, l'Église ne saurait avoir... Joachim et Anne, je rappelle que ce sont les grands-parents de Jésus. De Jésus. L'Église ne saurait être Église, entre guillemets, si ces deux grands-parents n'étaient pas. Aujourd'hui, nos grands-parents doivent servir de levier. Tout à fait. Pour accompagner ces jeunes. Il s'est dit, le 4e dimanche de chaque mois de juillet, ce serait intitulé la journée mondiale, lui dit mondiale, donc la journée internationale des grands-parents et des personnes âgées. Alors cette année, pour lui, c'est une grâce pour tous d'avoir ce qu'on appelle une journée qui est tombée un dimanche. À cette occasion, le pape a envoyé quelques documents. C'est d'abord la prière que vous avez ici, celle-là. Donc ça, c'est d'abord l'image que vous avez qui montre les trois personnalités. Nous avons à l'intérieur aussi la prière des grands-parents. Je vois qu'il s'est écrit « Je suis avec toi tous les jours ». C'est le thème de la journée. Le thème de la journée. Donc pour lui, tous les jours, il est avec nous. Et dedans, il nous propose une prière. Et cette prière, c'est sensiblement comme une béatitude pour lui. Et nous allons la voir un peu partout. Le pape, en plus de cela, il a envoyé ce qu'on appelle les orientations pastorales. Il a envoyé les orientations pastorales, il a envoyé aussi son message. Où est-ce qu'on peut disposer de ces documents pour préparer cette journée? Les documents sont déjà chez les prêtres et les évêques. Tous les évêques ont les documents. Tous les prêtres qui sont responsables de paroisse ont les documents par devers eux. C'est aujourd'hui, dimanche, donc, qui sera animé cette journée. Et partout dans toutes les paroisses, nous avons demandé à ce que, par rapport à cette pandémie, qu'il y ait au moins une messe d'action de grâce. Une messe d'action de grâce, car nous avons eu à faire un chemin. Au-delà de 60 ans, nous avons déjà fait un grand. Cette messe se tiendra où? De toutes les paroisses. Dans toutes les paroisses. Dans toutes les paroisses, il y aura des messes d'action de grâce. Il n'y aura pas une messe centrale? Il n'y aura pas une messe solennelle, centrale, que tous viennent, non. Ouais. On sait que dans certaines paroisses, ce mouvement n'existe presque pas. Et que conseillez-vous à ces paroisses? Nous nous sommes dit, quel qu'en soit le temps et le moment, il y a d'abord des personnes âgées. Il y a des personnes âgées. Il y a des grands-parents. Donc chacun est grand-parent. Grand-parent, ce n'est pas peut-être être personne âgée pour être grand-parent. On peut déjà à 40 ans avoir un enfant, à 30 ans avoir un enfant. Donc à 40 ans, on est déjà grand-parent. 50 ans, on est déjà grand-parent. Par conséquent, ces personnes-là peuvent fêter cette journée. Il suffit de l'annoncer et que ces paroisses puissent au moins la fêter. Donc il n'est pas donné que chaque paroisse puisse avoir la vie montante. J'espère bien que ce sera un déclic pour les paroisses qui n'ont pas de... Oui, nous espérons. De mouvement vie montante tout à fait, que tel. Tout à fait. Ce sera un déclic pour lancer ce mouvement. Je pense que nous reviendrons un jour sur ce plateau pour parler de beaucoup plus encore de ce que c'est le mouvement de la vie montante. Que les gens comprennent au plus. Mais ce qui nous amène aujourd'hui, c'est la journée mondiale des grands-parents. Mais en plus de cette journée de célébration eucharistique, il y a des paroisses ici dans le diocèse de Dakar qui vont faire ce qu'on appelle une journée de reboisement, une journée de partage, une journée de visite aux malades, à la pouponnière et un peu partout. Bon, donc chacun va essayer de faire, autant que faire se peut, quelque chose qui est bien. Merci beaucoup et bonne journée des personnes âgées. Merci. Nous vous proposons maintenant le deuxième numéro de votre rubrique Yonui ak Degegi. Cécile Colli nous conduit à la Cour suprême. Ce plateau est axé sur les procédures et l'organisation judiciaire. Tu es la voie, la vérité et la vie. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par toi. Nous sommes très heureux de vous retrouver, chers frères et sœurs, pour votre deuxième numéro de votre rubrique de l'émission Jour du Seigneur, Yonui ak Degegi. En ce 17e dimanche du temps ordinaire, nous venons encore vous parler de tout ce qui est procédure judiciaire. Pour rappel, lors de notre premier numéro, nous vous avions parlé de l'accès à la justice. Quelles sont les conditions d'accès à la justice? Quels sont les défis majeurs pour un bon accès à la justice?
Aujourd'hui, nous revenons encore pour traiter d'un sujet de procédure et d'organisation judiciaire. Pour en parler, nous avons l'honneur d'accueillir avec nous des professionnels, des praticiens du droit. Ils sont sur le terrain tous les jours et ils vont nous partager leur expérience. Je m'en vais rapidement vous les présenter après les avoir remerciés d'avoir bien voulu honorer de leur présence cette émission. Je commencerai tout d'abord par Maître Padonou, qui est avocat à la Cour du cabinet Etienne et Padonou. Maître, bonjour. Bonjour. Avec nous aussi, Maître Hélène Diop, administratrice des greffes à la retraite, et qui nous fait l'honneur de venir nous partager sa très grande expérience qu'elle a eue au sein des greffes. Maître, très honoré de vous accueillir. Bonjour. Bonjour, maître. Merci. Bernard Colly, délégué du procureur au tribunal d'instance de Guédiawaye, magistrat de profession, qui va également venir nous faire son partage et nous dire comment est-ce que cette profession est vécue au sein du tribunal de Guédiawaye. Bonjour, monsieur le procureur. Bonjour, maître Anne-Cécile. Vous aurez compris qu'aujourd'hui, nous allons parler d'organisation judiciaire. Après l'accès à la justice, nous allons encore essayer de faire un peu les contours de la justice. Comment est-ce qu'elle est organisée? Qu'est-ce que les tribunaux? De quoi est-ce qu'ils traitent? Mais d'abord, parler des métiers judiciaires. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous sommes le 17e dimanche du temps ordinaire. En tant qu'enfants de Dieu, la parole de Dieu aujourd'hui, à travers notamment la deuxième lecture de Saint Paul, nous invite à un seul baptême, une seule foi. Je voudrais demander à nos chers invités, en tant qu'acteurs du système judiciaire, de nous faire juste un petit partage sur leur témoignage et sur ce que leur inspire justement cette parole de ce jour, cette parole où Saint Paul nous invite à témoigner de notre baptême. Maître Hélène, j'aimerais commencer par vous. Vous avez eu la grâce de servir longtemps au sein des juridictions. En tant qu'enfant de Dieu, nous aimerions juste que vous nous parliez un peu, que vous témoigniez pour nos chers téléspectateurs qui nous suivent. Qu'est-ce que vous avez eu ce mot à témoigner en tant qu'enfant de Dieu au sein des greffes durant tout ce temps? Merci, maître. Bon, c'est très vaste. Hein. Si on devait témoigner tout ce qu'on a vécu dans les greffes, c'est vraiment beaucoup. Mais le travail, c'est tous les jours un témoignage que nous avons vécu dans les greffes. Et la preuve, c'est que des fois, on nous dit, tu es bien, voilà, mais si tu étais musulmane, ce serait encore mieux. Comme tu es là, tu travailles bien, tu es ceci, tu es cela. Alors là, on est obligé de leur dire que voilà, c'est parce que je suis chrétienne, parce que je suis catholique, c'est pourquoi je suis comme ça. Une petite anecdote, devant certaines difficultés, par exemple, à se faire comprendre quand les gens vous demandent un service impossible, j'aimais leur dire une petite phrase. Ce qu'on faisait, c'est très difficile. Alors, ils ne comprenaient pas ce que voulait dire ce qu'on faisait est difficile. Alors, c'était un peu mon viatique devant certaines situations. Et là, je me disais que, toujours, en tant que chrétienne, alors je ne devais pas être comme tout le monde dans ce côté-là. Être c'est les lumières dans notre milieu, Maître Padonou, c'est un leitmotiv pour nous. Nous devons témoigner de notre foi et vous le faites à travers votre profession d'avocat, à travers les justiciables que vous rencontrez, les usagers du service public. Témoignage pour vous en tant qu'avocat? Nous sommes effectivement sel et lumière. Moi, j'ai l'habitude de dire que les professions judiciaires sont des professions dans lesquelles on ne peut exceller si on n'a pas l'amour du prochain. Parce que vous savez, personne n'a besoin d'être en prise avec la justice. Personne ne veut avoir de problème avec la justice. C'est vous dire que nous côtoyons tous les jours des gens qui sont désespérés. C'est vrai. Dans nos cabinets, au niveau du greffe,
je suis sûr, au niveau du parquet. Parquet aussi. Les gens qui sont en prise avec le parquet ou avec la justice, souvent c'est des gens désespérés. Et je pense que le premier témoignage qu'on peut leur donner déjà en tant que chrétien, c'est l'écoute. Souvent, c'est des gens qui ne sont pas forcément assez écoutés. On peut les écouter, on peut les rassurer, on peut prendre en charge leurs problèmes, évidemment dans la limite de ce qui est légal, de ce qui est permis. Donc c'est dans ce sens-là que tous les jours que Dieu fait, nous essayons de rendre témoignage de notre foi chrétienne. Très bien. À travers l'amour, à travers la charité, à travers la prise en charge des gens qui ont des problèmes avec la justice. Voilà. C'est bien dit. En tout cas, je taquine mon ami le procureur. Lorsqu'on parle de procureur, les gens ont tendance à trembler. Alors, ce serait très intéressant de connaître le témoignage de mon ami et frère, le procureur Bernard Coly, en tant que chef de parquet. Justement, quel est ce témoignage que vous pouvez rendre en tant qu'enfant de Dieu? On peut dire que c'est le même témoignage, parce que plus nous sommes sel et lumière, partout où nous sommes, la lumière du Christ doit se faire ressentir. Et cela aussi bien dans nos rapports avec nos collaborateurs qu'avec les justiciables. Et je m'amuse souvent en taquinant les collègues, en leur disant que bizarrement, même si ce n'est pas moi qui règle le problème, les gens ont tendance toujours à vouloir venir chez moi. Très bien. Et je crois que c'est grâce au témoignage que nous vivons et surtout à l'écoute que nous leur portons. C'est vrai. Et c'est l'image du Christ qui se reflète à travers nous. Tout à fait. C'est tellement important que dans notre mission quotidienne, nous essayons toujours de faire de notre mieux pour ne pas décevoir. Et c'est ce qui nous est demandé. En tout cas, bravo, c'est bien dit et ça nous permet d'enchaîner justement avec la première partie de notre thématique. Comme je vous le disais au début, aujourd'hui nous allons essayer un peu de vous partager les différents contours de l'organisation judiciaire au Sénégal. Mais on ne peut parler d'organisation judiciaire sans parler des métiers. Vous devez très souvent sûrement entendre des titres que vous ne pouvez peut-être pas comprendre entre un juge, entre un magistrat, entre un procureur, un huissier, un greffier. Maître Hélène nous dira administrateur des greffes, des termes qui vont vous sembler nouveaux et que vous ne connaissez pas. C'est toute l'économie justement des professions judiciaires. Au-delà des professions classiques, des professions qui sont liées au droit en tant que tel, nous avons également des gens qui interviennent au niveau du tribunal, qu'on appelle le personnel d'appui, personnel non judiciaire, qui interviennent également pour aider dans le travail. Mais aujourd'hui, nous parlerons particulièrement du personnel judiciaire et je m'en vais avec nos chers invités essayer un peu de connaître ces différents métiers. Je vais commencer par Maître Hélène, parce que nous avons la grâce qu'elle elle est une formatrice. Elle était formatrice au centre de formation judiciaire. Donc, elle va essayer un peu de nous donner un petit aperçu des métiers qui sont formés au sein du centre de formation judiciaire. Et nous allons enchaîner avec les autres métiers. Maître Hélène, pouvez-vous un peu nous partager? Le greffe, comme vous l'avez dit, on a beaucoup de personnel au niveau de greffe qui ne sont pas régis tous par le même statut. On a par exemple ce qu'on appelle le statut particulier des cadres des fonctionnaires de la justice. Dans ce cadre, vous avez les administrateurs de greffe, vous avez des greffiers, vous avez les interprètes judiciaires, vous avez également les assistants de greffe qui ont été institués par le décret de 2011 modifié. Alors nous avons dans le nouveau décret du CFJ et du statut particulier également, nous avons les éducateurs spécialisés et les inspecteurs de l'éducation spécialisée qui sont maintenant intégrés dans ce décret des personnels judiciaires. Mais ces deux derniers corps ne travaillent pas effectivement au greffe. C'est les 4 corps que j'ai cités en premier qui sont des travailleurs actifs au niveau des greffes de toutes les juridictions. Comme vous avez parlé tout à l'heure d'organisation judiciaire, alors dans chaque tribunal ou cour, les cours d'appel, les cours suprêmes ou tout ce que vous avez comme juridiction, il y a obligatoirement un greffe. Et c'est au greffe qu'évolue. C'est un service incontournable dans les juridictions.
Si vous voulez, le greffe, c'est le service où sont conservés tous les documents officiels de la justice. C'est les dossiers, c'est les jugements, les arrêts, tous les actes qui sont délivrés au niveau des juridictions. Tous ces actes-là sont au greffe. Important. Voilà. Et également, les demandes, Oui. les plaintes, alors les recours, tout ça, c'est au greffe. Actes administratifs. Les actes administratifs, merci. Donc tout ça, c'est reçu au greffe par les greffiers. Très bien. Monsieur le procureur, c'est l'occasion pour nous de connaître cette différence-là. Lorsqu'on parle du juge, du magistrat, du procureur, est-ce que vous pourriez un peu nous faire un peu le contour de l'ensemble de ces professions qui sont des métiers de la magistrature? Comment justement faire la différence pour ceux qui nous regardent surtout? Comment comprendre qui est procureur, qui est juge? Comment faire cette différence-là? Les magistrats, c'est le corps générique. Il est composé de magistrats assis, qu'on appelle les juges, qui sont les magistrats du siège, et les magistrats debout, qui constituent le parquet. Donc pour le siège, on a un président et des juges. Okay. Selon le tribunal, ils peuvent se siéger en collégialité ou, compte tenu du contexte actuel de notre pays, les ressources humaines manquant, on a encore le système de juge unique. C'est ce qu'on retrouvera le plus souvent dans les tribunaux d'instance. De l'autre côté, on a le procureur de la République, qui est le chef de parquet du TGI, du tribunal de grande instance, avec ses substituts. Au niveau du tribunal d'instance, s'il est installé, il y a un délégué avec ses adjoints. Et au niveau de chaque parquet, l'organisation est telle qu'en dehors des magistrats, en principe, dans la rigueur des principes, le secrétariat devrait être tenu par un greffier. Oui. Malheureusement, c'est une pratique qui a tendance à disparaître. Et le dit greffier est assisté de personnel judiciaire, composé de secrétaires, d'interprètes et de commis d'administration. Voici ce qu'on peut avoir pour la répartition des services du parquet. C'est très bien dit. Je reviens sur un thème. Beaucoup me posent la question, le terme de substitut. Le substitut du procureur. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques précisions par est-ce que c'est un adjoint ou est-ce que c'est tout simplement un collaborateur du procureur de la République? Si on se réfère au code de procédure pénale, on ne pourra pas employer le terme de collaborateur concernant le substitut, encore moins celui d'adjoint. Le substitut, en réalité, c'est lui qui représente le procureur dans les actes que le procureur lui-même devrait poser. Donc vous aurez le substitut qui va être là en cas d'absence du procureur pour assurer l'intérim. C'est lui qui va aller le représenter à l'audience. C'est lui qui va traiter également ce qu'on appelle les réquisitoires. Les réquisitoires, ce sont les actes, après que le juge a terminé son dossier, il le transmet au procureur qui prend son réquisitoire. Il lui dit, bon, je vous avais confié le dossier, maintenant que vous avez fini vos investigations, vous me le ramenez. Maintenant, moi, après en avoir pris connaissance, je vais voir la suite donnée. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le procureur, c'est le maître des poursuites. Tout à fait. Et les parquets, je crois comme le greffe, sont présents dans toutes les juridictions du service indispensable aussi, qui est présent dans toutes les juridictions, que ce soit tribunal, cour, juridiction d'exception, partout. Du tribunal d'instance à la Cour suprême. C'est l'occasion pour nous de remercier le premier président de la Cour suprême, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs qui ont bien voulu nous accueillir. Ça me permet de me tourner vers maître. Vous êtes avocat. Ça, c'est, je crois, l'un des métiers les plus connus, ou bien du moins du point des usagers du service public. Vous également, vous fréquentez les tribunaux et vous êtes un des métiers judiciaires. Est-ce que vous pourrez nous parler un peu de cette profession d'avocat? L'avocat, effectivement, à la différence des autres métiers dont on a parlé jusque-là, c'est une profession libérale. Ça veut dire que ce n'est pas un corps de l'État. Les avocats ne sont pas des fonctionnaires. Voilà, les avocats ne sont pas des fonctionnaires, ils sont dans le libéral.
Ils ne sont pas dans la hiérarchie administrative. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'avocat, c'est l'un des métiers les plus connus. Je vais dire c'est l'un des métiers les plus anciens, mais les moins connus. Ah oui. Les moins connus. Parce que vous savez, dans l'acception populaire, les gens pensent que l'avocat, c'est celui qui s'aménage avec la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Une mauvaise conception. Voilà. Une très mauvaise conception. Je pense que c'est quelqu'un qui s'aménage avec la vérité. Okay. Mais ceux qui pensent cela, c'est parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne la justice. Je vous donne juste un exemple. En matière pénale, quand moi, avocat, je plaide devant un tribunal composé de, comme il dit, 3 juges, lorsque c'est une juridiction collégiale, un président, 2 assesseurs, et il y a même le procureur qui est à côté. Ils ont fait les mêmes études que nous. Parfois, ils ont même fait de meilleures études que nous. Ils ont le même dossier. D'accord? Ils ne sont pas moins intelligents que nous. Alors, vous pensez qu'il suffit de venir raconter des salades, raconter n'importe quoi au procureur et au juge pour pouvoir rentrer avec son client? Ça, je pense que même les magistrats, quand on leur dit ça, ils rigolent. Ils ont le dossier. Ils ont les faits. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que peut-être dans l'acception populaire, les gens pensent que l'avocat, c'est quelqu'un qui vient maquiller un peu la vérité pour sauver la tête de son client. C'est caricatural, mais ce n'est pas ça du tout. En réalité, l'avocat, c'est un défenseur. C'est un sachant. Et quand je dis défenseur, même le plaignant a droit à la défense de l'avocat. Il ne faut pas se mettre toujours du côté du prévenu ou de l'accusé, même le plaignant. Voilà, parce que le justiciable qui comparaît devant une juridiction répressive connaît les faits, connaît son dossier, mais il ne connaît pas le droit. Il ne peut pas argumenter juridiquement pour pouvoir obtenir la décision qui convient le mieux à ses intérêts. Et c'est la raison pour laquelle je dis que l'avocat est souvent une profession mal connue. Les avocats, c'est des gens qui ont fait des études de droit, qui connaissent le droit et qui mettent toutes ces connaissances et ces compétences au service du justiciable qui a des problèmes avec la justice. Déjà, le thème d'aujourd'hui, c'est un peu l'organisation de la justice. Vous avez des problèmes avec la justice, vous ne savez pas comment la justice est organisée. Vous avez des griefs contre quelqu'un, vous ne savez pas à qui vous adresser, vous ne savez pas dans quel délai il faut s'adresser à la juridiction, vous ne savez pas comment saisir la juridiction. Les gens utilisent par exemple à tort et à travers le terme de plainte, sans distinguer entre le civil, le pénal, le social, le divorce. Ouais. L'avocat, c'est quelqu'un qui connaît tout ça. Parce que la matière de droit est très vaste et très diversifiée. Très diversifiée. Et je dois avouer que peut-être que même les acteurs ne peuvent pas maîtriser entièrement la matière. Ça nous permet d'enchaîner sur le deuxième aspect de l'organisation judiciaire. Chaque juridiction, je suppose, doit avoir ses spécificités. Quand on parle du parquet, vous êtes présent partout. Quelles sont les matières sur lesquelles intervenez, monsieur le procureur? Le procureur n'intervient principalement, parce qu'il faut être clair, qu'en matière pénale. Et c'est ce qui lui vaut son titre de maître des poursuites. Et d'ailleurs, les professeurs aiment bien le rappeler dans les amphithéâtres de droit. On peut vivre toute sa vie sans avoir besoin du procureur. Alors que pour les autres domaines du droit, on les pratique dans la vie quotidienne. En matière pénale, ça veut dire que quelqu'un a commis une infraction. Une infraction, soit vous êtes victime, soit vous êtes auteur. Il peut y avoir des tiers qui interviennent en qualité de témoins. Ce sont dans ces circonstances que vous pouvez être amené à rencontrer le procureur. Mais l'organisation est faite de telle sorte que le procureur, il a la qualité de directeur des enquêtes. Donc, ce sont les enquêteurs qui sont soit des policiers ou des gendarmes qui procèdent aux premières constatations. Mais de plus en plus, ce qu'on constate dans notre vécu, c'est que les gens préfèrent venir déposer directement la plainte au niveau du parquet. Une fois reçue, on la ramène et ça permet de rejoindre un peu ce que disait tantôt Maître Padonou, parce qu'il y a également les problèmes de compétences que les justiciables ne maîtrisent pas forcément. Pour savoir quel est le tribunal compétent, quelle est l'unité d'enquête compétente, et le plus souvent, pour remédier à tout cela, soit on passe par le service d'un avocat,
pour y remédier, soit on vient de poser directement sa plainte auprès du procureur. Et à partir de cet instant-là, après lecture, il pourra y donner la suite qui convient. Très bien, c'est très bien dit. J'enchaîne avec vous. Hélène, vous étiez au CFJ. Vous allez peut-être nous faire un peu le tour de l'ensemble des juridictions. C'est bon à savoir. On a utilisé des termes comme tribunal d'instance, tribunal de grande instance, une cour d'appel, la Cour suprême, comme le lieu où nous sommes. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de tout cela, l'organisation territoriale des juridictions aussi? Brièvement, une petite pyramide juste pour nous permettre de comprendre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, ce que constate, on a la carte judiciaire, qu'on appelle la carte judiciaire. Alors, dans chaque région, en principe, il y a un tribunal de grande instance. Très bien. Il y a plusieurs tribunaux d'instance dans les départements. C'est le tribunal de la région, en fait. C'est le tribunal de la région. On l'appelait d'ailleurs tribunal régional. On l'appelait tribunal régional à l'époque. Oui. C'est avec la réforme que c'est devenu tribunal de grande instance. L'ancienne justice de paix est devenue tribunal départemental, puis tribunal d'instance. Tout à fait. Alors voilà, et dans chaque région, vous avez ce schéma. Voilà. Il y avait à l'époque une seule cour d'appel, la cour d'appel de Dakar. Qui était là depuis l'AOF. Après la réforme également, on a institué quelques cours d'appel dans les centres principaux, ce qui fait que maintenant on a une cour d'appel à Thiès, une cour d'appel à Saint-Louis, une cour d'appel à Ziguinchor et une cour d'appel à Tambacounda. Très bien. Voilà, et on a une seule cour suprême. Oui, oui. La Cour suprême est là. Comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique. Elle est au sommet. Elle n'est pas suprême pour rien, elle est au sommet. Voilà. Elle est au sommet de la hiérarchie. Au sommet de la hiérarchie. Vous avez d'ailleurs servi à la Cour suprême. Oui, j'ai servi à la Cour suprême. Voilà. Et comme on le dit, la Cour suprême n'est pas là pour vraiment entendre encore les parties raconter ce qui s'est passé. Mais la Cour suprême, quand même, juge le droit, si le droit a été bien appliqué par monsieur les juges. C'est bien dit. Voilà. Bien dit. Donc, c'est ça le rôle de la Cour suprême. Bon, les juridictions d'inspection, on n'en parle pas, puisque, bon... On aura l'occasion, peut-être une autre fois, mais partie. Les juridictions, en tout cas, de l'ordre judiciaire, c'est ça. Très bien, c'est bien dit. Maître, au niveau des avocats, je précise que nous avons parlé des avocats. Les autres métiers, nous y reviendrons dans la prochaine émission, les huissiers, les notaires, les commissaires-priseurs, parce qu'il est important que tous ces métiers soient connus. Ils seront là aussi pour présenter ces métiers-là. En tant qu'avocat, comment est-ce que vous vous organisez? Est-ce que chaque avocat intervient dans une matière ou est-ce que vous êtes présent sur des matières principales? Comment est-ce que vous faites? Bon, c'est vrai que vous parlez là d'un problème très sensible, c'est le problème de la spécialisation des avocats. Bon, malheureusement au Sénégal, on n'a pas cette spécialisation comme on peut le voir ailleurs en France ou dans d'autres pays, pour plusieurs raisons. Bon, la première raison, c'est qu'il y a un problème d'effectifs. Tout le monde sait que dans tous les corps de métier de la justice, il y a effectivement des problèmes d'effectifs, même si l'autorité est en train de faire des efforts énormes pour résorber un peu ce problème-là. Donc, ce qui fait que dans certaines régions, vous ne trouverez pas forcément un avocat à chaque fois que vous le voulez. Mais vous recrutez chaque année, est-ce que c'est sur concours? Chaque année, combien sont recrutés à peu près? En fait, on recrute, mais le recrutement est loin de couvrir les besoins. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un concours, c'est un examen. Si vous avez le nombre de points qu'il faut, vous passez. Si vous ne l'avez pas, on ne peut pas. Aussi, on ne peut pas vous laisser passer parce que c'est une profession quand même qui nécessite un minimum de niveau. Okay. Et je parle d'ailleurs sous le contrôle de l'ADG et de M. le procureur de la République. Les gens ont de plus en plus tendance à décrire un peu le niveau de formation des gens qui arrivent, que ce soit dans la magistrature même ou ailleurs. Oui. Bon, il n'y a rien de plus désagréable. C'est un peu général. Voilà, il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir en face de soi un interlocuteur qui ne fait pas tout à fait le niveau. Donc, c'est un examen. Cet examen, soit vous le passez, soit vous ne le passez pas. Okay. Maintenant, on ne peut pas s'amuser à être complaisant, à vouloir
laisser passer des procureurs qui n'ont pas le niveau ou un avocat qui n'a pas le niveau, parce que vraiment ça va jouer sur la qualité de la justice. Maintenant, très concrètement, pour en revenir à nos cabinets, évidemment c'est extrêmement difficile. Vous avez un dossier à Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque, Tamba, tribunal de commerce, c'est très difficile. On est obligé de se démultiplier. Bon, c'est très difficile, surtout que, comme je vous l'ai dit, cette forme de spécialisation n'existe pas, même si c'est vrai que chaque avocat a sa matière de prédilection. Il y a telle ou telle matière, vous vous sentez mieux dans telle matière, ou bien vous aimez mieux cette matière, mais cela ne veut pas dire que vous faites exclusivement cela. Maintenant, ce qu'on fait aujourd'hui, on se fait assister souvent par ce qu'on a appelé des juristes internes, c'est-à-dire que c'est des étudiants en droit, ou bien des gens qui ont fini leurs études en droit et qui sont en train de se préparer au concours pour accéder aux professions judiciaires. Souvent, on en a une batterie dans nos cabinets, donc ils sont encore en phase d'apprentissage, parce que malheureusement, la formation à l'université est encore très théorique. Donc souvent, les gens ont besoin, au sortir donc, de l'université, d'aller dans un cabinet d'avocat pour essayer de se frotter un peu à la matière et se préparer au concours, selon qu'on veut être magistrat, avocat ou autre chose. Donc c'est comme ça qu'on essaie de s'organiser. Maintenant aussi, il y a autre chose, les gens essaient de se regrouper, de faire des cabinets regroupés. Où il y a, oui, parce qu'ailleurs, des associations, des sociétés civiles professionnelles d'avocats, comme on en trouve ailleurs. Ailleurs, vous pouvez trouver des cabinets où il y a des centaines d'avocats. Nous, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a le problème d'effectifs, mais aussi il y a le problème de la répartition du contentieux ou des affaires. Parce qu'avec le centralisme jacobin que nous connaissons dans les pays de tradition francophone, tout est pratiquement centralisé au niveau de la capitale, ou bien en tout cas au niveau des grands centres urbains. Ce qui fait que donc le volume du contentieux pour un avocat, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est une profession libérale, n'est pas forcément très intéressant, n'est pas le même selon que vous êtes dans la capitale ou bien que vous êtes dans les régions. C'est la raison pour laquelle peut-être qu'il faudrait réfléchir à des mesures incitatives. En tout cas, au niveau des avocats, nous sommes en train de réfléchir pour voir un peu, parce que depuis l'entrée en vigueur de l'UEMOA, parce qu'aujourd'hui on parle d'un barreau communautaire. Oui, il y a un barreau communautaire, c'est-à-dire c'est le barreau de l'UEMOA. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement avocat au barreau de Dakar ou du Sénégal, vous êtes un barreau, vous êtes avocat dans l'espace UEMOA, avec la possibilité de libre circulation, liberté de circulation et liberté d'installation. D'installation, c'est-à-dire moi, avocat sénégalais, aujourd'hui je peux aller m'installer, ouvrir un cabinet secondaire dans n'importe quel pays de l'UEMOA, et ça permet un peu de faire une sorte de péréquation. S'il y a un manque d'effectifs ici, peut-être que des confrères venant d'ailleurs pourraient venir compléter, et ainsi de suite, vice versa. Mais tout cela, c'est des solutions qu'il faut peut-être coupler avec le problème du recrutement. Surtout, je crois que c'est ambitieux, mais il faudrait vraiment permettre aux jeunes de venir renforcer la profession pour que tout cela justement puisse se faire. Ce que je peux vous dire à ce niveau, c'est que moi, je viens il y a quelques jours seulement de finir un mandat en tant que membre du Conseil de l'Ordre. Je sais que c'est une préoccupation de tous les jours de l'Ordre des avocats et de tous les avocats. Mais comme je vous l'ai dit, de l'autre côté aussi, il y a des contraintes. Hein. C'est un examen. Ah, peut-être qu'il faut repenser l'examen, mais il faut aussi éviter une sorte de nivellement par le bas. C'est un examen. Comme je l'ai dit, moi je pense que vous ne pouvez pas être ADG ou procureur de la République ou juge si vous n'avez pas un certain niveau. Maintenant, je ne suis pas correcteur, hein, je ne suis pas en train de dire que les gens n'ont pas le niveau, mais vous pouvez constater vous-même qu'à chaque fois le recrutement est vraiment très en deçà du niveau attendu. Oui, du niveau attendu et en tout cas des besoins. Donc c'est la raison pour laquelle il y a peut-être certainement un travail à faire à ce niveau. Je pense même que dans la magistrature aussi il y a un problème d'effectif, si je ne me trompe, même si... Le problème d'effectif, il est... Partout. Parce qu'on est très loin du ratio. Ben voilà. On est très loin du ratio. Déjà, avant la réforme de 2016, on ne faisait pas l'effectif nécessaire. Ça. Si on fait le ratio, le nombre de population et de magistrats, on est très loin. C'est ça. Ça s'est aggravé avec la nouvelle carte, judiciaire. Carte judiciaire. Et ça me permet d'enchaîner avec vous et de parler un peu de la matière. Vous avez parlé du correctionnel, de la matière pénale. Vous êtes un procureur, ça nous permet d'enchaîner sur ce sujet. Parlez-nous un peu justement de la matière qui est traitée au niveau de votre tribunal, du tribunal d'instance. Donc, par rapport à la matière correctionnelle, on dit que le tribunal de grande instance, c'est le tribunal de droit commun. Très bien. Et c'est ce qui fait que, pour le tribunal d'instance, c'est une compétence d'attribution. Donc, une compétence d'attribution qui nous vient de la loi de 1984. Okay. Et depuis lors, avec la réforme, on avait espéré qu'il y aurait des changements, qu'on allait grignoter un peu de la compétence du TGI. C'est d'autant plus que maintenant,
dans les tribunaux, on ne retrouve plus que des magistrats professionnels. Très bien, c'est vrai. Le corps d'intérimaires est en disparition. Et en disparition, c'est vrai. Ouais. Jusqu'à présent, nous attendons en espérant cette réforme. Cette réforme-là. Mais pour ce qui est de la compétence du tribunal d'instance, le plus souvent, on a les contraventions, tout ce qui relève des contraventions. On a également les délits. D'accord. Mais on peut les appeler également des délits mineurs, à savoir les vols simples, les coups et blessures volontaires. Quand l'incapacité temporaire est encore inférieure à 20 jours, cela relève du tribunal d'instance. Ok. Au-delà, c'est le tribunal Au-delà, de grande, on va, le tribunal parce de qu'on grande estime instance. qu'il y a eu récemment, non seulement il n'y a pas eu augmentation de compétences, mais cela pose un débat, parce que certains collègues considèrent que la compétence, elle est toujours là. Avant, vous aviez ce qu'on appelait l'attentat à la pudeur sur mineurs de 13 ans. C'est ça. Mais avec la dernière réforme, La dernière réforme. dans l'article 319, qui est une compétence d'attribution de la loi de 84, vous ne l'aurez plus. L'attentat à la pudeur est généralisé et se retrouve maintenant à l'article 320. C'est ça. Ce qui fait que c'est une compétence qui échappe au tribunal d'instance. Mais le détournement de mineurs est conservé pour le tribunal d'instance. Ok. Mais monsieur le procureur, c'est vrai que vous avez la matière correctionnelle, mais vous avez également un peu de civil. Ce serait intéressant d'en parler. Parce que dans l'esprit des gens, dès qu'on parle de procureur, c'est forcément lié au correctionnel. Alors que vous avez quelques attributions dans les matières civiles. En matière civile et en matière administrative. En matière administrative aussi. Parce que le procureur a une grande partie de compétences administratives. L'exemple que je donne le plus souvent, c'est l'ouverture d'école. Vous êtes là, vous avez quelqu'un qui veut ouvrir son école, mais impérativement, en dehors de l'inspection, l'individu doit faire une demande adressée au procureur en lui disant que voilà, je veux ouvrir une école et je m'adresse à vous. À partir de cet instant, le procureur va se saisir de la demande et va ouvrir une enquête, notamment une enquête de moralité. Ok. Et là, vous ferez la distinction, on ne sera plus dans le cadre de l'enquête judiciaire, mais purement dans une enquête administrative. Et à la suite, le procureur va délivrer son accord ou bien son désaccord lorsqu'il se sera rendu compte que la personne ne jouit pas d'une bonne moralité. En matière civile, c'est ce qu'on rencontre le plus devant le tribunal d'instance. C'est le gros lot de notre travail. Oui. Parce que ça a trait à tout ce qui est état civil. État civil, hein? État civil. Et tout ce que l'article 57 du Code de procédure civile prévoit en faisant des matières communicables obligatoirement au procureur de la République. Parce que tout simplement, ce sont des matières qui peuvent porter atteinte à l'ordre public. Et il n'est pas vain de rappeler que le procureur est là principalement pour veiller à ce que cet ordre public ne soit pas perturbé. Ne soit pas perturbé, c'est important. Donc, chaque fois que quelqu'un aura des soucis avec son acte d'état civil, soit qu'il faudra faire une rectification parce qu'il y aura eu une erreur matérielle, soit l'acte aura été détérioré, soit qu'il y aura eu un doublon, ou bien même le cas le plus fréquent, qu'il soit un acte fictif ou qu'un enfant soit né. C'est lamentable, oui, mais jusqu'à présent on est confronté à cet acte. Des parents qui oublient de déclarer leur enfant. Or, passé un délai de 1 an, on sera obligé de procéder à un jugement supplétif. Ce qui est un vrai jugement supplétif, à distinguer de ce que la conscience populaire considère comme étant un jugement, qui en réalité est un faux et un délit, relevant de la compétence encore du tribunal d'instance. C'est très important. Je pense que nous aurons l'occasion et nous prévoyons déjà de faire une émission spéciale sur l'état civil et les compétences du tribunal d'instance parce que c'est très important pour nous que les gens soient informés sur ce qui est vrai et sur ce qui est faux avant de revenir à Maître. Je reviens à vous en tant qu'avocat, Maître Padono, justement sur ces matières-là. Vous nous avez parlé des difficultés en tant qu'avocat à couvrir l'ensemble du territoire. Et concernant les matières, comment vous faites? Vous avez le TI, le TGI,
les cours, quelles sont les matières principales sur lesquelles vous intervenez en tant que... Ou vous prenez toutes les affaires qui vous tombent sur la main? Je ne peux parler que de mon cas au niveau du cabinet. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres cabinets. Mais nous, au cabinet, on ne cible pas une matière particulière. C'est vrai qu'il faut savoir que la formation, jusqu'à preuve du contraire, dans les facultés, en tout cas jusqu'à une période récente, c'est une formation, on va dire, générale. Nous, c'est ce que nous avions subi. Monsieur le procureur, je ne sais pas si les choses ont changé, c'était général. Donc on a pratiquement taquiné toutes les matières. Donc ce sont ces mêmes matières-là que nous sommes appelés à pratiquer aujourd'hui dans nos cabinets. Maintenant, comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que vous avez pratiqué 20 matières à la fac que vous êtes fort dans ces 20 matières-là. Peut-être que vous avez des matières que vous aimez le plus, ou bien des matières dans lesquelles vous vous sentez beaucoup plus à l'aise. Ce qui fait que ça arrive qu'un avocat refuse de prendre un dossier parce que ce n'est pas dans sa pratique habituelle. Hein? Je pense que ça, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas dans sa pratique habituelle, ou bien peut-être qu'il pense qu'il n'excelle pas dans ça, ou bien il n'aime pas tout simplement la matière. Il y a des matières que certains avocats considèrent un peu comme rébarbatives, à tort ou à raison. Hein? Par exemple, des matières qui vous obligent à passer la nuit chaque jour à l'audience. Monsieur le délégué du procureur, c'est de quoi je parle. Ce n'est pas tous les avocats. Certains avocats n'aiment pas ça, surtout les plus vieux, les plus anciens. Oui. Bon, moi, je n'en fais pas partie. Moi, je fais beaucoup de pénal. Mais bon, c'est comme ça. C'est un peu au feeling. Et voilà. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, dans le cadre de l'UMOA, il a été décidé de prendre en charge la formation des avocats d'une manière collective, d'une manière communautaire. Okay. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de créer des écoles au niveau de chaque pays avec la même formation, le même contenu, les mêmes méthodes d'évaluation, le même examen et le même concours le même jour. Donc, on est en train de vouloir un peu unifier la formation et de rectifier tout cela. Et je suppose que ce sera une bonne occasion d'avoir un bon partage d'expérience et surtout une harmonisation des pratiques. Ça me permet d'enchaîner avec Maître Hélène. On parle de l'organisation, le greffe, un service aussi qui intervient dans toutes les juridictions. Comment le greffe fait avec toutes les matières, ou est-ce que ça n'a pas d'incidence dans le travail du greffe? Vous qui avez été administratrice des greffes, comment est-ce que ça se passe? Le greffier est polyvalent. Vous allez à la grande instance ou bien dans n'importe quelle juridiction, vous avez le civil, vous avez le correctionnel, vous avez l'état civil dont a parlé tout à l'heure le procureur. Dans n'importe quelle de ces chambres, bien de ces matières, le greffier peut servir. Dans n'importe quelle matière. Donc ils sont formés pour ça d'ailleurs à l'école. Si vous voyez leur curriculum de formation, vous avez le greffe correctionnel, un module sur le greffe correctionnel, un module sur le greffe social, le greffe civil et commercial. Vous avez même sur le greffe de l'OHADA. Maintenant, depuis l'avènement de l'OHADA, maintenant nous avons un module sur la pratique du greffe de l'OHADA. Vous avez du droit harmonisé. Vous avez la pratique du greffe d'instruction. Et dans tous ces modules-là, vous avez même un cours sur l'administration et le fonctionnement des greffes que je dispensais à l'école depuis 2000. Alors tout ça, ça forme les greffiers pour servir dans n'importe quel service du TI à la Cour suprême. Donc même si vous prenez un greffier sortant, vous l'amenez à la Cour suprême, à la chambre civile, il va travailler correctement. C'est des procéduriers en fait. Parce que voilà, les greffiers, on les appelle les techniciens de la procédure. Parce qu'un greffier doit être quand même à cheval sur la procédure. Et c'est très important. Il doit veiller surtout sur les délais des procédures. Ça vraiment, c'est le rôle, les recours, vous voyez ce que ça fait. Alors, les notifications aux parties, c'est très important. Parce que avec, si on néglige ces délais, ça fait vraiment des catastrophes pour les justiciables. Nous sommes vraiment entrés dans les services. Nous revenons, monsieur le procureur, le service du parquet.
qui est également très sollicité, je suppose, parce que la matière correctionnelle doit être très vaste. Ça ne doit pas être facile. Vous nous avez parlé de quelques difficultés, mais pouvez-nous vous parler de votre organisation interne? En tant que délégué du procureur, vous avez un staff, le traitement des requêtes et tous les délais. Comment est-ce que vous vous en sortez sur le terrain, du moins, de façon pratique? Compte tenu de ce que nous vivons depuis 2018 à Pikine-Guédiawaye, il a fallu procéder quand même à une réorganisation. Okay. Parce que tout simplement, vous vous rendrez compte, vous en êtes rendu compte en venant me voir, que je ne suis plus à côté de mon secrétariat. Ce qui a impliqué une réorganisation. D'autant plus que les bureaux sont distincts et un peu éparpillés partout dans le tribunal. Mais l'homme s'adaptant et en bonne intelligence avec le président, on a fait de telle sorte que même quand j'ai une absence au niveau de mon service ou bien quand il y a une absence au niveau de son service, les secrétaires sont interchangeables. Okay. Parce qu'en matière d'état civil, et le défi que nous essayons de relever, c'est qu'il n'y ait pas de retard dans le traitement de l'état civil. Okay. De telle sorte que le courrier, nous le traitons au jour le jour. Elle le reçoit, donc le matin elle traite, elle me l'envoie pour que je prenne mon avis. Dès que je reçois, j'émets mon avis et je le lui renvoie. Et pour ce faire, ça passe d'abord la réception par son secrétariat. Et actuellement, on a eu à construire 2 bureaux où elle a eu à installer des secrétaires pour recevoir. Après avoir reçu, les dossiers sont transmis à son secrétariat. Elle en prend connaissance et elle me fait un soit transmis. Un soit transmis, c'est un document administratif. Un petit papillon sur lequel elle dit qu'on me l'envoie. À partir de cet instant, sa secrétaire va l'envoyer à mon secrétariat où les dossiers seront enregistrés. Après enregistrement, on me les amène, je les traite, je remets à la secrétaire qui traite, qui remplit. Et en ce moment, je prends moi à mon tour le soit transmis pour les lui ramener. De telle sorte que ça nous permet d'avoir une certaine fluidité. C'est tout un travail administratif en fait. Et ça nécessite toute une organisation. Toute une organisation, tout un travail en chaîne. Oui. Et également, des fois, vous avez pu le constater, la mobilité au sein du tribunal est assez difficile. Parce qu'il y a une trop grande affluence, les locaux sont trop exigus. Ouais. Vous êtes engorgé en fait. Ouais. Il y a, voilà, Maître Padono, vous venez très souvent au tribunal. Ça nous permet d'avoir votre avis sur cette chaîne judiciaire, justement, comment est-ce qu'elle fonctionne? Bon, comme il l'a dit, hein, la justice est une vraie fourmilière. C'est une vraie fourmilière dont il faut connaître les arcanes. Et d'ailleurs, c'est ça aussi l'intérêt parfois de se faire assister par un avocat. Vous voyez, vous avez un dossier qui rentre dans ce circuit. Vous devez le suivre de bureau en bureau, de soit transmis en soit transmis, de réquisition, etc. Vous vous perdez facilement dans les dédales. Et ça peut quitter une juridiction vers une autre. Exactement. Monter au parquet pour les réquisitions, redescendre, aller à gauche, aller à droite. Ouais. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué, d'autant plus que, comme il a dit aussi, il y a un problème de promiscuité, un problème d'effectif. Moi, vraiment, je les plains. C'est pas facile. Je les plains, surtout ceux de Pikine-Guédiawaye. Et vraiment, je les plains. Parce qu'ils ont énormément de travail, d'accord? Ils ont un problème d'effectif. Rien que les problèmes de locaux, on sait que parfois ils sont à 2 ou 3 dans des bureaux. Vraiment, c'est extrêmement difficile. Maintenant, comme je l'ai dit au début, demander à un justiciable de se retrouver dans ce capharnaüm, c'est extrêmement difficile. Bon, certains peut-être arrivent à s'y retrouver. Maintenant, ceux qui ont les moyens de se prendre un avocat, se prennent un avocat pour essayer de les aider, de les assister dans tout cela. Le message est entendu. Les acteurs de la justice méritent d'être soutenus. Quels sont aujourd'hui les défis sur lesquels on devrait pouvoir travailler? Les recommandations que je voudrais faire à l'endroit des plus jeunes qui sont en activité, c'est d'être encore plus conscients dans l'exécution des tâches. Parce qu'il y a des justiciables qui peuvent souffrir du manque
de sérieux dans le traitement des affaires. Ils sont sérieux, ils sont bien formés, mais chacun a quand même sa nature. Oui. Bon, le procureur a parlé tout à l'heure de l'état civil, tous les couloirs, ou bien tous les bureaux que ça fait, mais ça finit par arriver au greffe. Parce qu'on dit que le greffe, c'est la porte d'entrée et de sortie. C'est là que les affaires commencent et c'est là que ça finit également. Dans la mise en forme, en tout cas dans la rédaction des jugements, des décisions, c'est là que j'en appelle les jeunes, en tout cas les greffiers dans les juridictions, parce qu'avoir une décision, par exemple en matière d'état civil, des fois c'est des jeunes qui doivent présenter leur candidature à des examens, alors des fois attendre 1 mois ou 2 mois pour obtenir le jugement, pour aller le transcrire à l'état civil, c'est quand même un peu difficile. Et j'ai vu qu'il y a des jeunes qui ont raté leurs examens à cause de ça. C'est là que j'en appelle, en tout cas à tous les acteurs, même aux procureurs, dans leur avis, quand même à mettre plus de diligence pour permettre à tout le monde d'avoir son jugement dans les délais. Parce que pour que l'ADG puisse délivrer, parce que tout ce qu'on fait comme travail dans les juridictions, ça se termine chez l'administrateur de greffe ou bien le chef de greffe qui en délivre les copies ou les grosses, etc. Et tant que ce n'est pas fait, tant que ce n'est pas rédigé, signé par les juges, les greffiers, là tout le monde est bloqué. La justice, c'est un service public. En fait. Voilà, c'est un service public. Et c'est là que j'en appelle à tout le monde, à tous les acteurs de la justice en réalité. Parce que ce n'est pas seulement les greffiers, mais c'est tous les acteurs de la justice. Monsieur le procureur, le mot de la fin. D'abord réitérer que c'est un grand honneur pour moi d'avoir été invité, surtout à côté d'une maman et d'un grand frère. Je crois que le conseil le mieux partagé actuellement, c'est qu'il faut que la justice revienne aux principes. Et quels sont les principes? C'est que la justice doit être rendue dans des lieux dignes de la justice. Et cela ressort même dans notre serment. De tout faire en digne et loyal magistrat. Et ce qui rehausse cette dignité, c'est d'avoir de vrais tribunaux où aussi bien les acteurs seront à l'aise, mais même les justiciables, à leur arrivée, seront bien assis, bien accueillis, et leur dignité également sera préservée. C'est toujours avec un grand pincement au cœur, en allant au travail le matin, de voir toute cette foule assemblée à la porte du tribunal. Cela ne correspond pas à la dignité et au secret qu'on veut préserver pour chaque justiciable. Parce que forcément, surtout quand on parle de tribunal d'instance, on parle de juridiction de proximité. Et qui parle de juridiction de proximité, parle de juridiction au niveau du quartier. Et les gens qui y sont convoqués ne veulent pas forcément que les voisins les voient à la porte de ce tribunal. C'est bien. Et pour ce faire, il faudrait qu'on en revienne au principe et qu'on construise des palais dignes de son nom. L'appel est entendu, j'espère qu'il n'est pas tombé dans une sourde oreille. Maître Padonou, le mot de la fin. Oui, en tout cas, à l'instar des autres, je vous remercie de m'avoir associé à cette réflexion. Moi, mon dernier mot va aller dans le sens de mes deux prédécesseurs. Vous avez vu, tous les deux, leurs interventions sont allées du côté du justiciable. Depuis la prise en charge, l'accueil, les conseils, le procureur également a parlé des conditions de travail, des conditions d'évolution. Et c'est pour cela que moi j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de justice sans humanisme, surtout pour nous chrétiens. Il faut beaucoup d'humanisme. Il faut beaucoup penser au justiciable, celui qui a des problèmes avec la justice et qui ne sait pas. Il ne sait pas. Donc nous, notre rôle en tant qu'acteur de la justice, acteur chrétien de la justice, c'est vraiment de veiller à ça. Tant qu'on peut faire preuve d'amour, d'altruisme, d'humanisme, sans enfreindre la loi, tout en restant donc dans les limites de la loi,
moi je pense qu'il faut le faire. J'ai été très ému tout à l'heure lorsque l'ADG a parlé de ça, des jeunes gens qui ratent leurs examens, tout simplement parce que, pour des questions d'état civil, parce qu'il y a un dossier qui traîne à gauche, à droite, tout simplement parce qu'ils n'ont pas su taper à la bonne porte. Des gens qui doivent voyager, des enfants qui naissent et qui sont inconnus de l'état civil. Je dis, il faut chaque fois que les acteurs de la justice pensent aussi aux justiciables. Vous l'avez dit tout à l'heure, la justice est un service public. La justice, normalement, est là pour régler des problèmes, pas pour en créer. En tout cas, tous nos remerciements à vous. Merci d'avoir honoré de votre présence cette émission. Nous espérons aujourd'hui que vous avez encore pu apprendre de ce système judiciaire. En vous remerciant de nous avoir suivis, nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission qui sera également sur une thématique de procédure judiciaire. Et vous souhaitons à tous un excellent et très bon dimanche dans la paix et joie de Jésus-Christ. Merci. Suivez la voie, la vérité et la vie. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par toi. Nous voici à la fin de notre émission. Nous vous souhaitons un bon dimanche, un bon repos dominical et une sainte semaine dans le Christ.